Dans l'univers scintillant et parfois impitoyable du show-business, les relations sont souvent éphémères, construites sur des intérêts communs ou des opportunités fugaces. Mais parfois, une connexion transcende les plateaux, les contrats et les flashs des paparazzis. C'est l'histoire de Michael Jackson et Diana Ross, une relation qui a marqué l'histoire de la musique, non par des scandales ou des gros titres, mais par une profondeur émotionnelle et une complexité qui défient toute définition. Imaginez un garçon de 9 ans, timide, talentueux, mais écrasé par les attentes d'un père autoritaire et les projecteurs d'un monde qui ne pardonne pas. Puis imaginez une femme, une diva au sommet de sa gloire, incarnant le glamour et la grâce, une étoile qui semblait intouchable. Leur rencontre en 1969 n'était pas un simple hasard professionnel, c'était le début d'un lien qui allait s'étendre sur des décennies, oscillant entre admiration, affection, et quelque chose de bien plus difficile à nommer. Michael Jackson, l'enfant prodige des Jackson 5, et Diana Ross, la reine de Motown, ont partagé une histoire qui n'a jamais été pleinement révélée. Des studios enfumés de Détroit au plateau de tournage de The Wiz, des confessions publiques déchirantes aux chansons codées, jusqu'à un testament qui témoignait d'une confiance absolue, leur relation a toujours été enveloppée de mystère. En 2025, à l'âge de 81 ans, Diana Ross brise enfin son silence, offrant des mots qui éclairent ce lien unique sans jamais le réduire à une simple histoire d'amour. Aujourd'hui, nous allons plonger dans cette saga, explorer les moments intimes, les silences éloquents et les vérités qu'ils ont protégées. Préparez-vous à un voyage émouvant, parfois déchirant, qui vous fera voir Michael et Diana sous un jour nouveau. Alors, installez-vous, et découvrons ensemble l'une des relations les plus fascinantes de l'histoire de la musique. En 1969, les États-Unis sont un pays en ébullition. Le mouvement des droits civiques lutte pour l'égalité, la guerre du Vietnam divise les consciences, et la musique devient un refuge pour des millions de personnes. À Détroit, Michigan, un label révolutionnaire redéfinit le paysage culturel, Motown Records. Fondé par Berry Gordy, Motown n'est pas seulement une maison de disques, c'est un mouvement, un symbole d'espoir pour les artistes afro-américains qui, pour la première fois, dominent les classements pop traditionnellement réservés aux artistes blancs. Des groupes comme The Temptations, The Supremes et Stevie Wonder font vibrer le monde entier avec des chansons qui parlent d'amour, de résilience et de rêve. C'est dans ce contexte vibrant qu'un groupe familial d'Indiana, les Jackson 5, arrive à Motown. Dirigé par leur père, Joseph Jackson, un homme à la discipline de fer, les 5 frères Jackie, Tito, Jermaine, Marlon et le Benjamin, Michael, ont grandi en performant dans des clubs locaux, parfois dans des conditions difficiles. Michael, à seulement 9 ans, est une anomalie. Sur scène, il est une dynamo, sa voix claire et son charisme captivant les foules. Mais en coulisses, il est un enfant sensible, souvent silencieux, cherchant un ancrage dans un monde qui l'expose déjà à une pression écrasante. De l'autre côté de l'équation se trouve Diana Ross, 25 ans, une étoile montante qui a conquis le monde avec The Supremes. Avec des tubes comme Where Did Our Love Go, Baby Love Stop, In the Name of Love, elle est l'incarnation du succès. En 1969, elle s'apprête à quitter le groupe pour une carrière solo, un pari audacieux qui la propulsera au rang d'icône mondiale. Diana n'est pas seulement une chanteuse, elle est une visionnaire, une femme qui sait naviguer dans une industrie dominée par les hommes tout en imposant son style, son élégance et son ambition. Proche de Berry Gordy, elle est une figure centrale de Motown, une confidente du fondateur et une influence majeure sur la direction artistique du label. C'est dans les couloirs animés des studios Motown que Michael rencontre Diana pour la première fois. Selon l'histoire officielle, Berry Gordy découvre les Jackson 5 grâce à une vidéo envoyée par Bobby Taylor, un chanteur et producteur. Mais Michael, avec son imagination débordante et son admiration sans limite, préfère une autre version, celle où Diana Ross, la diva légendaire, les aurait repérés lors d'une performance. Bien que cette anecdote soit inexacte, Motown l'utilise comme une stratégie marketing. Le premier album des Jackson 5, sorti en décembre 1969, s'intitule Diana Ross présent The Jackson 5, un titre conçu pour capitaliser sur la renommée de Diana et attirer l'attention sur le jeune groupe. Pour Michael, cependant, ce n'est pas une simple tactique publicitaire. Dans son esprit, Diana n'est pas seulement une star, elle est une héroïne, une figure presque mythologique. Lors de leur première rencontre, il est intimidé, incapable de soutenir son regard. Diana, avec son sourire chaleureux et son aura maternelle, le met immédiatement à l'aise. Elle lui parle comme à un égal, pose des questions sur sa musique, ses rêves, sa vie aguerrie. Pour un enfant qui grandit sous la surveillance constante d'un père exigeant,
Ce geste est une révélation. Diana devient un refuge, une personne qui voit en lui plus qu'un prodige, elle voit un être humain. Leur lien se forge rapidement. Lorsque les Jackson 5 s'installent à Los Angeles pour enregistrer, Michael commence à passer du temps chez Diana, dans sa maison des Hollywood Hills. Ces visites ne sont pas de simples moments de détente, elles sont une école informelle. Michael observe tout, la manière dont Diana répète ses chansons avec une précision chirurgicale, la façon dont elle ajuste ses costumes pour captiver le public, son aisance face aux journalistes. Il note chaque détail, comme un étudiant face à un maître. Diana, de son côté, reconnaît en Michael un talent brut, mais aussi une âme sensible, presque fragile, qu'elle veut protéger. Dans une interview de 1971, Diana décrit Michael comme un fils ou un frère. « Il m'admire tellement », dit-elle avec une tendresse évidente, alors j'essaie d'être un bon exemple. Ces mots, prononcés avec sincérité, capturent l'essence de leur relation à ce moment-là, un mentorat teinté d'une affection profonde, une connexion qui semble innocente aux yeux du public, mais qui, pour Michael, commence à prendre une dimension qu'il ne peut encore nommer. En 1978, Michael Jackson a 20 ans. Il n'est plus l'enfant prodige des Jackson 5, mais un jeune homme en quête d'une identité propre. Après des années à se produire avec ses frères, il aspire à se réinventer comme artiste solo, à explorer de nouveaux horizons. Cette ambition le mène à The Wiz, une adaptation musicale audacieuse du Magicien d'Oz avec une distribution entièrement afro-américaine. Michael y incarne l'épouvantail, un rôle qui lui permet de plonger dans le cinéma tout en restant ancré dans la musique. Mais ce qui le motive véritablement, c'est l'opportunité de travailler aux côtés de Diana Ross, qui joue Dorothy. The Wiz est plus qu'un projet professionnel, c'est une étape décisive dans leur relation. Pour la première fois, Michael et Diana collaborent quotidiennement, loin des apparitions ponctuelles en studio ou sur scène. Le tournage, qui se déroule à New York, les plonge dans une routine partagée. À la surprise de l'équipe de production, Diana choisit de ne pas séjourner dans un hôtel de luxe, comme on pourrait s'y attendre d'une superstar de son calibre. Au lieu de cela, elle décide de partager un appartement avec Michael. Ce choix intrigue les observateurs. Pourquoi une femme au sommet de sa carrière, habituée au glamour, opterait-elle pour une vie aussi simple, presque domestique, avec un jeune homme de 20 ans? Dans cet appartement, loin des caméras, des managers et des regards indiscrets, leur lien s'approfondit. Ils partagent des repas simples, des éclats de rire, des conversations qui s'étirent jusqu'au petit matin. Michael, toujours curieux et avide d'apprendre, montre à Diana des démos de chansons qu'il travaille pour son futur album solo, Off the Wall. Elle écoute avec attention, donne des conseils sur les paroles, suggère des ajustements mélodiques. Ces moments ne sont pas des réunions professionnelles structurées, ce sont des échanges intimes, presque vulnérables, où Michael se livre comme il le fait rarement. Sur le plateau de The Wiz, leur complicité est évidente. Les membres de l'équipe remarquent la façon dont Diana appelle Michael « bébé », un surnom affectueux qui le fait sourire. Michael, connu pour sa timidité légendaire, semble plus détendu en sa présence. Ils arrivent ensemble, repartent ensemble, partagent des blagues que personne d'autre ne comprend. Les techniciens, maquilleurs et assistants commencent à murmurer, y a-t-il plus qu'une amitié entre eux? Mais leur comportement reste discret, presque sacré. Il n'y a rien d'ostentatoire dans leur connexion, rien qui semble destiné à attirer l'attention. Pour Michael, The Wiz est une période de transition. À 20 ans, il n'est plus tout à fait un garçon, mais pas encore l'icône mondiale qu'il deviendra. Il lutte pour se défaire de l'image d'enfant star, pour trouver sa place en tant qu'artiste solo. Diana, qui a déjà parcouru ce chemin, devient son guide. Elle lui apprend à naviguer dans l'industrie, à affirmer ses choix artistiques, à transformer sa timidité en charisme. Mais au-delà des leçons professionnelles, il y a une dimension personnelle. Michael commence à ressentir pour Diana une affection qui dépasse l'admiration. Il mémorise ses gestes, sa façon de parler, la manière dont elle capte la lumière sur scène. Ces sentiments, bien qu'inexprimés, deviennent une force motrice dans sa vie. Les personnes proches de la production notent un changement subtil. Un assistant se souvient d'une scène où Michael, après une longue journée de tournage, s'est assis à côté de Diana, la tête posée sur son épaule, comme un enfant cherchant du réconfort. Diana, avec sa douceur habituelle, lui a caressé les cheveux, un geste simple mais chargé d'une tendresse rare. Ces moments, bien que rares, laissent entrevoir une intimité qui dépasse le cadre professionnel. Pourtant, ni Michael ni Diana ne parlent de ce qui se passe derrière les portes closes. Leur silence protège leur lien, le garde à l'abri des spéculations.
Mais pour ceux qui les observent, il est clair que quelque chose de spécial se joue, quelque chose qui n'a pas besoin de mots pour exister. En 1982, Michael Jackson est sur le point de devenir l'artiste le plus célèbre de la planète. Avec la sortie imminente de Thriller, il s'apprête à redéfinir la musique pop, à pulvériser les records de vente et à devenir une icône culturelle mondiale. Mais malgré son succès grandissant, il reste hanté par une vérité personnelle qu'il n'a jamais osé exprimer pleinement. Cette vérité éclate au grand jour lors d'une interview pour le magazine Ebony en 1982. Lorsqu'on lui demande qui est la femme idéale pour lui, Michael répond sans hésiter, c'est Diana Ross. Je l'aime. Cette déclaration, prononcée avec une clarté désarmante, choque le journaliste. Michael, alors âgé de 24 ans, ne plaisante pas. Il ajoute qu'il l'épouserait si c'était possible. À l'époque, Diana, 38 ans, est une femme accomplie, mère de 3 enfants, divorcée 2 fois. L'écart d'âge et la nature brute de ses paroles surprennent, mais pour ceux qui connaissent Michael, cette confession n'est pas une surprise. Elle est l'aboutissement d'années de sentiments contenus, d'une admiration qui s'est transformée en quelque chose de plus profond. La presse s'empare de l'histoire, mais les réactions sont mitigées. Certains y voient une admiration juvénile, un vestige de l'adoration d'un enfant pour son idole. D'autres soupçonnent une stratégie publicitaire, une manière de faire parler de lui à l'aube de Thriller. Mais pour ceux qui connaissent Michael personnellement, ses frères, ses amis proches, cette déclaration est d'une sincérité déchirante. Jermaine Jackson révélera plus tard que Michael considérait Diana comme bien plus qu'une amie ou une mentor. Il était jaloux lorsqu'elle apparaissait avec d'autres hommes, un sentiment qu'il ne cachait pas à sa famille. Diana, fidèle à son habitude, garde le silence. Elle ne commente pas publiquement, ne confirme ni ne dément. Son silence est éloquent. Elle protège leur relation, refuse de l'exposer aux spéculations des tabloïds. Mais en coulisses, les langues se délient. Des proches de Michael racontent qu'il parlait souvent de Diana, non pas comme une simple collègue, mais comme une figure centrale dans sa vie. Il la voyait comme sa muse, mais aussi comme quelqu'un qu'il voulait à ses côtés pour toujours, confiera un ami d'enfance. Ce moment marque un tournant. Pour la première fois, Michael laisse entrevoir une facette de lui qu'il garde habituellement cachée. Connu pour sa discrétion sur sa vie personnelle, il choisit de se livrer, de dire une vérité qu'il porte depuis des années. Mais cette vérité a un prix. En 1985, lorsque Diana annonce ses fiançailles avec Arne Næss Jr. Un magnate norvégien du transport maritime, Michael est dévasté. Leur mariage, une cérémonie intime en Suisse, est un coup dur. Michael n'est pas invité. Il n'envoie ni cadeau ni message de félicitations. Lorsqu'un journaliste lui demande pourquoi, il répond avec une honnêteté brutale, « J'étais jaloux. Je l'ai toujours aimé, et je l'aimerai toujours. » Cette confession, rare pour un homme aussi privé, révèle l'ampleur de ses sentiments. Michael, au sommet de sa gloire, est aussi un jeune homme confronté à la douleur d'un amour non réciproque. Il se retire, annule des interviews, passe moins de temps en studio. Ses proches notent un changement, le perfectionniste infatigable devient plus introspectif, plus distant. Pour Michael Jackson, la musique a toujours été plus qu'un art, c'est un langage, un refuge où il peut exprimer ce qu'il ne peut dire à voix haute. En 1987, il sort Dirty Diana, un single brûlant de l'album Bad. Le choix du prénom Diana n'est pas anodin. Bien que Michael insiste sur le fait que la chanson parle d'une groupie fictive, une femme séductrice qui manipule les célébrités, le contexte suggère une vérité plus personnelle. Le copyright de la chanson est déposé le jour exact du mariage de Diana Ross avec Arne Næss Jr. Une coïncidence trop parfaite pour être ignorée. Selon Jermaine Jackson, Dirty Diana n'est pas une attaque contre Diana, mais une expression de la frustration et de la douleur de Michael. Les paroles, pleines de tension et de désir, parlent d'une femme inaccessible, d'une relation qui consume. Pour ceux qui suivent l'histoire de Michael depuis ses débuts, la chanson est un cri du cœur, un moyen de canaliser un amour qu'il ne peut vivre pleinement. 4 ans plus tard, en 1991, Michael sort Remember the Time, une chanson radicalement différente. Douce, nostalgique, presque tendre, elle évoque un amour perdu, un souvenir précieux. Le clip, situé dans un palais égyptien ancien, montre Michael tenter de séduire une reine distante et puissante, une figure qui, pour beaucoup, rappelle Diana. Jermaine confirmera plus tard que la chanson est un hommage discret à elle, une manière pour Michael de poser une question simple. Te souviens-tu? Ces deux chansons, opposées dans leur ton, révèlent les deux facettes des sentiments de Michael, la passion intense et la douleur douce amère.
Dirty Diana est un cri de frustration, Remember the Time un murmure de regret. Ensemble, elles forment un journal intime musical, un espace où Michael peut être honnête sans crainte de jugement. La musique devient son ultime lettre d'amour, un moyen de dire ce qu'il ne peut exprimer face à face. En 2002, Michael Jackson met à jour son testament. Parmi les clauses juridiques, un détail attire l'attention. Si sa mère, Catherine, ne peut s'occuper de ses enfants, il désigne Diana Ross comme tutrice légale. Ce choix surprend beaucoup, mais pas ceux qui comprennent l'ampleur de leur lien. Diana n'est pas seulement une amie ou une ancienne collaboratrice, elle est une figure de confiance absolue, une personne qui n'a jamais trahi ses secrets, jamais utilisé son nom pour attirer l'attention. Ce geste est d'autant plus significatif que Michael, à ce stade de sa vie, est un homme profondément marqué par la célébrité, les controverses et les trahisons. En confiant la garde de ses enfants à Diana, il lui offre une responsabilité sacrée, un témoignage de son respect et de son affection indéfectible. Après la mort de Michael en 2009, Diana publie une déclaration sobre mais poignante, « Je n'arrive pas à arrêter de pleurer. C'est trop soudain et choquant. Mon cœur souffre. Je prie pour ses enfants et sa famille. » Elle ne passe pas à la télévision, n'accorde pas d'interview, n'assiste pas aux funérailles. Mais son nom dans le testament parle pour elle. Plus tard, des employés du ranch de Neverland révèlent l'existence d'une pièce privée, surnommée la salle Diana. Ce n'est pas un sanctuaire obsessionnel, mais un espace calme où Michael conservait des photos de Diana, des souvenirs discrets d'une relation qu'il chérissait. Cette pièce, fermée au public, était un lieu de recueillement, un rappel d'un amour qu'il n'a jamais pu vivre pleinement. En 2025, Diana Ross, âgée de 81 ans, vit une vie plus discrète, loin des projecteurs qui ont défini sa carrière. Lors d'une conversation intime avec sa famille, elle brise enfin son silence sur sa relation avec Michael. « Michael m'aimait », dit-elle, d'une façon qu'on ne peut pas facilement nommer. Ces mots, simples mais lourds de sens, confirment ce que beaucoup soupçonnaient depuis des décennies. Lorsqu'on lui demande si elle l'a aimé en retour, Diana marque une pause, baisse les yeux vers sa tasse de thé, et répond avec une honnêteté désarmante, « J'ai eu une immense tendresse pour Michael, avec tout ce qu'une personne peut donner à une autre. Mais l'aimer comme il m'aimait? Je ne vais pas mentir là-dessus. » Ces mots ne sont ni un rejet ni une confession d'amour. Ils sont une reconnaissance d'un lien profond, complexe, tissé d'admiration, de respect et d'une affection qui ne pouvait pas répondre à l'intensité des sentiments de Michael. Diana explique qu'elle a choisi de garder ses distances, non par froideur, mais par une forme de protection. Elle savait que répondre pleinement à son amour aurait pu bouleverser l'équilibre fragile de Michael, un homme déjà vulnérable face aux pressions de la célébrité. « Il m'a donné un type d'amour que je n'étais pas sûre de pouvoir porter », ajoute-t-elle. Cette phrase, prononcée sans larmes ni drame, est peut-être la plus honnête qu'elle ait jamais dite sur leur relation. Elle révèle une femme consciente de l'impact qu'elle avait sur Michael, mais aussi de ses propres limites. L'histoire de Michael Jackson et Diana Ross n'est ni un conte de fées, ni un scandale, mais une énigme émotionnelle qui transcende les étiquettes. Pendant plus de 4 décennies, leur lien a oscillé entre admiration, affection et un amour que Michael portait avec une intensité rare et que Diana, par respect ou retenue, a choisi de ne pas nommer. En 2025, à 81 ans, Diana brise son silence, « Michael m'aimait d'une façon qu'on ne peut pas facilement nommer ». Ces mots, simples mais puissants, éclairent une relation qui vivait dans les silences, les chansons et les choix qu'ils ont faits pour se protéger mutuellement. De leur rencontre à Motown en 1969 au plateau de The Wiz, des confessions publiques déchirantes aux chansons comme Dirty Diana et Remember the Time, leur histoire est celle d'une connexion unique. Michael, l'enfant prodige devenu roi de la pop, voyait en Diana une muse, un refuge, une étoile polaire. Son amour, exprimé dans ses paroles et sa musique, était à la fois passionné et vulnérable. Diana, icône au sommet, offrait une tendresse sincère mais gardait ses distances, consciente que répondre pleinement à cet amour aurait pu bouleverser l'équilibre fragile de Michael. Son choix de nommer Diana tutrice légale de ses enfants dans son testament de 2002 révèle une confiance absolue. La salle Diana à Neverland, avec ses photos et souvenirs, était un espace où Michael gardait une part de cet amour, un rappel d'une connexion qu'il chérissait. Lorsque Diana dit, en 2025, « J'ai eu une immense tendresse pour Michael, mais l'aimer comme il m'aimait ?» Je ne vais pas mentir là-dessus, elle confirme un lien profond, mais non romantique. Ce n'était pas un rejet, mais une forme de protection pour un homme dont la sensibilité était aussi grande que son talent. Alors, qu'était-ce vraiment?
Un amour romantique? Une admiration si intense qu'elle s'en rapprochait? Ou une connexion d'âme entre deux artistes qui se comprenaient au-delà des mots? Les chansons de Michael, comme Remember the Time, posent une question simple, te souviens-tu? Cette interrogation, douce et sans attente, est peut-être la plus belle expression de ce qu'il ressentait. Qu'en pensez-vous? Michael a-t-il aimé Diana d'un amour romantique, ou était-ce plus complexe? Diana a-t-elle bien fait de garder ses distances? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si cette histoire vous a touché, likez, abonnez-vous et activez la cloche pour nos récits hebdomadaires. Merci d'avoir suivi cette exploration d'une des relations les plus émouvantes de la musique. À bientôt!